l'extérieur du Québec. Le monde de l'édition au Canada s'est développé assez lentement et a vraiment, surtout l'édition francophone, a vraiment pris son envol durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'édition en France était ralentie par la censure et la guerre et l'occupation nazie. Donc, ça a permis aux éditeurs francophones au Québec de prendre leur envol. Mais l'édition à l'extérieur du Québec s'est développée beaucoup plus tardivement, dans les années 1970. La première maison d'édition a ouvert au Nouveau-Brunswick en 1972 et en 1973 en Ontario, les éditions Prise de parole, qui est la plus ancienne maison d'édition franco-canadienne toujours ouverte. L'année suivante, en 1974, les éditions du Blé ont ouvert à Saint-Boniface, au Manitoba. Par la suite, plusieurs maisons se sont ajoutées. Il y a maintenant 17 maisons d'édition francophones en Québec qui sont membres du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc, c'est un grand plaisir de tenir cet événement sur la littérature francophone de l'extérieur du Québec avec le regroupement des éditeurs canadiens-français, franco-canadiens, parce qu'ils ont changé de nom, qui fête son 30e anniversaire cette année. J'ai commencé à oublier les dates. Et donc, cet événement va être animé par Frédéric Lisson, qui est le directeur général du recrutement depuis 2015. Au cours des 7 années précédentes sa nomination comme directeur, il a été responsable du programme de deuxième cycle en édition offert par l'Université de Sherbrooke. Université où il a complété son doctorat en études françaises, mais sur le monde de l'édition. Il a produit une excellente thèse sur les éditions HF, qui est une maison d'édition québécoise. Donc, Frédéric a collaboré évidemment à plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'édition au Québec. Et maintenant, on bénéficie de ses services à l'extérieur du Québec et de son expertise en édition. Il va donc animer cette table ronde et il va vous présenter ses invités. Merci beaucoup, Lucie. C'est un grand plaisir d'avoir organisé cet événement avec toi et avec le Centre de recherche en civilisation canadienne-française dans le cadre du CIEP. Bienvenue à tous. Je vais juste préciser que le sujet de ma thèse de doctorat était l'implantation de Hachette au Québec. Donc, c'est pas tout à fait une maison d'édition québécoise. Alors, j'aimerais vous présenter, sans plus tarder, les invités avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir cet après-midi. C'est non seulement un vrai plaisir de célébrer le 30e anniversaire du regroupement en votre compagnie, mais également en celle de 5 auteurs chevronnés qui représentent autant de régions géographiques du Canada, à la fois l'Ouest, l'Ontario et les Maritimes, et qui représentent également plusieurs éditeurs qui eux-mêmes ont célébré leur 40e ou 45e anniversaire. C'est le cas, par exemple, des éditions du Blé récemment qui célébraient leur 40e ou leur 45e. Merci, Emmanuel. Alors, je commence de la droite, de votre droite vers votre gauche et de ma gauche vers ma droite pour introduire les auteurs qui feront partie de ce panel aujourd'hui qui portera sur la création littéraire en français en contexte minoritaire. Donc, autrement dit, dans le contexte canadien, évidemment, c'est soit dans l'Ouest, l'Ontario ou les Maritimes, là où l'anglais est majoritaire et où il y a énormément de choses qui se font en français, mais dans un contexte et des défis qui leur sont propres. Alors, je commence avec, à votre droite, Herménégilde Chiasson, qui est un créateur multidisciplinaire qui a non seulement signé des dizaines de livres dans à peu près tous les genres, mais qui a aussi participé à plus d'une centaine d'expositions en art visuel. Reconnu comme l'un des fondateurs de la poésie acadienne moderne, il a aussi réalisé une quinzaine de films à titre de cinéaste et signé une vingtaine de pièces de théâtre à titre de dramaturge, en plus d'avoir été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, journaliste, réalisateur à Radio-Canada et chargé de cours à l'Université de Moncton.
Il joue un rôle de premier plan dans le développement du milieu culturel en Acadie, ayant notamment remporté le prix du gouverneur général pour la poésie, le prix France-Acadie, le prix Champlain, le Grand Prix de la francophonie canadienne et le prix Antonine Maillet Acadie-Vie, en plus d'être chevalier de l'Ordre français des arts et des lettres. À son côté, Brigitte Henkins est née à Versailles, en France, et a étudié le théâtre à Paris. Mais c'est en Ontario qu'elle décide de s'installer en 1977, où elle deviendra directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury de 1982 à 1990, avant de s'installer à Montréal. Metteur en scène de talent, elle a aussi assuré la direction artistique de la nouvelle compagnie théâtrale, du Carrefour international de théâtre de Québec et du Théâtre français du Centre national des arts, donc ici même. On est chez elle, à quelque part. En plus de fonder sa propre compagnie, Sibylline. En 2007, elle remporte le prestigieux prix Siminovitch en récompense de son écriture scénique, mais elle s'adonne aussi à l'écriture de poésie, de romans et même d'essais sur sa pratique théâtrale. En 2017, elle a remporté le prix du gouverneur général de la réalisation artistique en théâtre, et cette année, elle rejoignait les rangs de l'Ordre des arts et des lettres du Québec à titre d'ambassadrice culturelle. Et en plus, hier, elle recevait le prix du CIEF. Alors, bienvenue, Brigitte. Alors, je poursuis dans le même ordre. Alors, tout de suite, à la droite de Brigitte, André Lasselle. Elle est née à Hawkesbury. Elle a publié une dizaine de recueils de poésie et a été la première à recevoir le prix littéraire Trillium de langue française pour Tant de vie s'égare, qui avait aussi été finaliste au prix du gouverneur général. Elle est également la première poète francophone à avoir été intronisée en 2016 au temple de la renommée du Festival international de poésie d'Ottawa. Également chroniqueuse littéraire, elle a signé des recensions dans la revue Liaison durant de nombreuses années, en plus de commenter la littérature franco-ontarienne à l'émission Panorama sur TFO de 2006 à 2010, et dans sa chronique radiophonique Au cœur des mots de 2011 à 2014. En 2012, elle co-écrivait et co-dirigeait l'ouvrage Pas d'ici, pas d'ailleurs, anthologie poétique de voix féminines contemporaines, et en 2019, elle dirigeait l'important collectif Poèmes de la résistance, publié chez Prise de parole. Elle était également, si je ne me trompe, poète officielle de la ville d'Ottawa depuis les 2 dernières années, n'est-ce pas? Excellent. Alors, bienvenue, André. Nous avons également un invité surprise cet après-midi qui n'était pas inscrit au programme. Serge Patrice Thibodeau est à la fois éditeur et auteur. Et comme j'avais l'occasion de discuter avec lui au cours des derniers jours, je l'ai invité à prendre part à cette table ronde. Alors, je vous décris son parcours. Après avoir voyagé à travers le monde et s'être inspiré de ses voyages pour ses écrits poétiques et ses essais, Serge Patrice Thibodeau est revenu s'installer à Moncton et est devenu le directeur général et littéraire des éditions Personnages. Il compte parmi les écrivains majeurs de l'Acadie contemporaine, comme en témoignent ses nombreux prix, dont le prix Émile Nelligan et le prix France-Acadie. Double récipiendaire du prix du gouverneur général, Serge Patrice Thibodeau a aussi été nommé chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française, en reconnaissance de ses 25 ans d'activité en faveur de la défense de la francophonie, en plus d'avoir été nommé membre de l'Ordre du Canada pour son apport à la littérature acadienne. En 2017, il recevait aussi le prix d'excellence Pascal Poirier du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick pour l'ensemble de son œuvre. Alors, merci à Serge Patrice d'être ici. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, isolé à ma droite, J.R. Léveillé est originaire de Winnipeg. Il est l'auteur d'une trentaine d'œuvres en tout genre, publiées tant au Manitoba qu'en Ontario ou en France, et maintes fois récompensées. Il a été directeur littéraire aux éditions du Blé et secrétaire du Winnipeg International Writers Festival pendant de nombreuses années, en plus de poursuivre une carrière comme journaliste et réalisateur à Radio-Canada jusqu'en 2006.
lauréat notamment du prix Champlain et du prix Rue des Champeaux. Le prix du Consulat général de France à Toronto a aussi honoré l'ensemble de son œuvre en 1997. En 2005, un colloque international sur son œuvre avait lieu. Et en 2007, il recevait le Manitoba Lifetime Writing and Publishing Award. Il a été écrivain et professeur en résidence à l'Université de Rennes 2 en 2009, tout en continuant en parallèle sa pratique d'écrivain, ayant notamment reçu en 2012 un prix de distinction en art du Manitoba. Alors, bienvenue, J.R. Alors, ma foi, tous ces prix mis ensemble écrasent un peu mes épaules. Je pense que je vais m'asseoir. Et vous présenter tout simplement la façon dont on va procéder cet après-midi, c'est-à-dire que je vais poser quelques questions à nos panélistes et les inviter à répondre soit à tour de rôle ou en fonction de l'intérêt qu'ils prendront à ces questions. Et les questions porteront dans un premier temps sur la création, dans un deuxième temps sur la production et dans un troisième temps sur la promotion des livres. Et nous garderons une vingtaine de minutes pour prendre les questions de la salle. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous aurez l'occasion de les poser. Et ben, on peut changer. Je pense qu'on va être correct, c'est ça. Alors, première question. Compte tenu du panel, en fait, des gens qui sont dans la salle et qui viennent de peu partout à travers le monde et de l'Ontario, je vais commencer avec parfois un préjugé qu'on peut avoir sur la création en contexte minoritaire. On peut s'imaginer, quand on habite peut-être dans un pays à l'extérieur du Canada, que ce qui se passe en contexte minoritaire au Canada et peut-être en termes de nombre d'auteurs, est-ce que c'est plus restreint? Est-ce que le fait qu'il y ait un peu moins d'auteurs en termes numériques rend la vie littéraire moins riche, moins équilibrée, moins stimulante? Est-ce que donc c'est un préjugé aussi, au contraire, c'est tout autant possible de créer et d'avoir donc une vie d'auteur qui soit originale, de trouver sa voix, de trouver de l'inspiration, de trouver une sociabilité littéraire vive et originale quand on habite en Acadie, en Ontario ou dans l'Ouest. Donc, j'ouvre la table comme cela, peut-être avec Herménégilde, qui nous provient de la région de Moncton. Oui, la région de Moncton, enfin, j'habite un peu à l'extérieur, donc je suis minoritaire à l'intérieur de l'Acadie. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est que le mot minoritaire devrait être banni de la langue française, parce que je trouve qu'on est toujours le minoritaire de quelqu'un. Je pense que l'idée, c'est pas de se réduire, mais de s'agrandir. Et c'est sûr et certain que à cause du contexte, à cause du milieu, ça va donner un certain type de production. Mais je me rends compte que c'est nécessaire. De la région où je vis, je pense que je fais un travail nécessaire et important. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 1991, ma blonde avait décidé d'aller faire un stage à Paris et j'ai décidé de l'accompagner. Et comme c'était pas mon stage, alors j'avais décidé que j'allais lire, j'allais aller au théâtre, j'allais aller voir des expositions, et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai écrit 2 pages à Paris en 6 mois. Parce que quand je suis en dehors de ce milieu-là, en dehors de l'Acadie, je deviens un consommateur. C'est mon premier réflexe, c'est d'aller au théâtre, c'est d'aller au cinéma, c'est pas d'écrire. Tandis que quand je suis en Acadie, j'ai l'impression que chaque livre qu'on fait, j'ai une métaphore un peu qui est dans ma tête depuis longtemps. Le fait que chaque livre qu'on fait, c'est un peu comme une brique qu'on met contre un rempart qu'on construit, contre quelque chose, pour se protéger de quelque chose. Alors je pense que la littérature, dans un contexte minoritaire, si on doit utiliser le mot, ça serait surtout cette nécessité-là. C'est un besoin et c'est une nécessité. Donc, ça va avoir une vraie ouverture. Et je me tourne vers l'Ouest. Est-ce que dans un contexte
donc Géant, toi, tu es à Saint-Boniface. Est-ce qu'il y a une émulation, une stimulation dans le milieu littéraire entre les auteurs? Est-ce que ça te manque ou est-ce que c'est au contraire très, très riche ce qui se passe à Winnipeg ou au Manitoba en général? Je devrais dire qu'aujourd'hui, c'est suffisamment riche. C'est-à-dire, finalement, c'est une question de nombre. Si tu as 10 écrivains, il n'y en a pas 20. Mais entre nous, on se rencontre souvent, surtout pour boire et manger, mais parfois, entre nous, on lit des textes et puis on en parle. Mais peut-être que je devrais souligner que, et j'en ai parlé dans des articles par le passé, c'est que je pense que ce qu'on peut appeler la littérature franco-manitobaine est née dans des circonstances un peu particulières. Elle est née au collège de Saint-Boniface, qui est maintenant l'université de Saint-Boniface, au début des années 60, parce qu'il n'y avait pas de milieu littéraire à l'époque, sauf à l'intérieur de cette institution-là que les pères jésuites dirigeaient. Il y avait Gabriel Roy, évidemment, que tout le monde connaît, mais qui était à Québec. Son nom était connu au Manitoba, mais c'était comme un phare sur le bord de la mer qui était peut-être allumé ou qui n'était peut-être pas allumé. Donc, il n'y avait pas de milieu littéraire. Mais dans les années 60, les jeunes universitaires, dont moi, ont entrepris un travail de création à tous les niveaux, en art, en musique et en littérature. Et ça a fait partie du mouvement qu'on a appelé la révolution culturelle, parce qu'il y a une révolution sociale aussi au Manitoba, avec peut-être un peu de décalage par rapport au Québec, mais un peu dans la même direction. C'était une question de se dégager de l'emprise de l'Église qui empêchait le développement des institutions françaises, parce que les gouvernements de langue anglaise ne voulaient pas subventionner des institutions catholiques. Donc il y a eu ce mouvement vers la laïcité. Alors, les premières œuvres, que ce soit en peinture ou en littérature, de ce milieu, sont apparues dans une très grande modernité, c'est-à-dire, puisqu'on ne voulait pas que la langue défende la foi, elle n'avait plus rien à défendre que sa propre discipline. Alors, dans ce sens-là, la littérature franco-manitobaine est née dans une grande modernité, avec l'apparition des textes québécois, disons, de Marie-Claire Blais, de Paul Chamberlain, de Paul-Marie Lapointe, et en même temps la littérature française, des éditions de Minuit, les premières parutions de tel quel. Alors, c'était les choses qui nous attiraient, dans laquelle cette littérature s'est développée. Et j'ai toujours pensé dans ce sens-là que la parution, la naissance d'un auteur ou d'un artiste, c'était quelque chose qui était vraiment singulier, qui n'était pas attendu. C'est vraiment une exception dans une société. Mais en bout de ligne, l'ensemble de ces exceptions-là finissent par faire quelque chose qu'on peut peut-être appeler une culture. Je vais aller du côté de l'Ontario avec André Lasselle. Comme je l'ai dit, tu as ouvert plusieurs portes, plusieurs avenues. Tu as été une pionnière à plusieurs égards. Aujourd'hui, on peut voir un milieu riche et dynamique, et les poèmes de la résistance que tu as co-dirigés en témoignent, effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir toutes ces portes, justement, et dans l'inspiration ou la volonté d'écrire que tu as eue depuis toutes ces années? Ben, moi, je pense que, c'est ça, j'ai réfléchi un peu, on a eu cette invitation, et je pensais aux années 60, où moi, je me formais, d'une certaine façon, à l'école secondaire, à l'université, et puis, à cette époque-là, mon lien d'appartenance était avec la littérature canadienne-française, c'est ainsi qu'on l'appelait à ce moment-là. C'était Saint-Denis Garneau, Anne Hébert, Grandbois, Alain Grandbois, Ina Lanier, tout ça, c'était des poètes que j'aimais beaucoup, que je lisais avec passion. Et c'était les années 60. Donc ici, en Ontario, dans les années 60, il n'y avait pas vraiment de milieu littéraire. Et donc, évidemment, je me tournais vers soit les auteurs français ou russe ou espagnol et tout ça, et aussi la littérature canadienne, française, je reviens avec ce terme-là. Et donc, soudainement, ce lien d'appartenance
avec cette littérature. Je pensais que c'était la mienne. Tout à coup, et bien là, voilà, paf, avec les États généraux à la fin des années 60, tout à coup, le mot québécois est arrivé, et l'affirmation aussi, évidemment, du peuple québécois, et c'est magnifique. Mais à ce moment-là, il y a tout à coup, il faut qu'on absorbe le choc de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, mais ce qui est heureux, miraculeux, ou je ne sais comment appeler ça, mais en même temps, dans les années 70, était en train de naître à Sudbury, prise de parole. Et donc, il y avait tout ce foyer-là qui était en train, qui s'animait et tout. Et alors, ce vide momentané a été germinatif, si on peut dire, parce qu'il y a eu cette apparition des premiers poètes franco-ontariens qui ont été publiés. Et j'étais en 1979, donc juste à la fin des années 70, je suis arrivée avec mon recueil Au soleil du souffle. Et donc, évidemment, il fallait, c'est ça aussi, où est-ce qu'on envoie notre manuscrit quand on se trouve dans un milieu comme celui-là, où finalement on vient de quelque part de perdre quelque chose et on sent que autre chose est en train de naître et on se dit qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai là et peut-être qui est prêt à être offert. Et donc il y a eu quelqu'un de brillant, pas très loin de moi, qui m'a dit écoute, prise de parole, envoie ça à prise de parole, ce que j'ai fait. Et en très peu de mois, finalement, le texte a été retenu et un beau lancement ici à l'Université d'Ottawa, je m'en souviens, avec Gaston Tremblay, qui était venu avec l'équipe de prise de parole à l'époque. Et ben voilà, c'est tout ça pour dire que le vide, ça dure pas longtemps, le vide. Et puis, ben moi, je suis toujours reconnaissante, évidemment, à prise de parole, d'avoir accueilli comme ça mon premier recueil et de m'accueillir encore, finalement. Oui. Merci. Et Brigitte, vous qui êtes arrivée de France, donc c'est un cas de figure qu'on voit très souvent. Et évidemment, qui dit contexte minoritaire ne dit pas nécessairement des gens qui sont de souche établis depuis plusieurs générations. Donc, vous vous êtes installé en Ontario. Je vous l'ai dit, vous avez notamment habité à Sudbury et à Ottawa. Pour vous, quel est le regard sur la création? Est-ce que vos repères sont demeurés français, autrement dit, ou comment ça s'est mélangé avec ce que vous avez eu envie de dire ou de créer au fil de votre parcours? Bon, grave question. Moi, je suis un peu comme un ménager, j'aime pas le mot minoritaire, en fait. On devrait demander à nos amis canadiens-anglais comment ils se sentent dans leur création littéraire. Peut-être que ce sont eux qui sont minorisés, en quelque sorte, vu l'effervescence de la création canadienne-française. Moi, je ne me sens pas d'appartenance avec le milieu culturel français actuellement. Je pense qu'en arrivant ici, la seule chose que je souhaitais, c'était comprendre et fusionner en quelque sorte avec la création d'ici. Ce que j'ai connu à Sudbury, c'était absolument une découverte extraordinaire, parce que c'était comme une communauté littéraire foisonnante puis voisinante, puisqu'en fait nous étions des amis à travers l'Ontario autant que des collègues littéraires. Minoritaire, je me la suis peut-être sentie comme femme, parce que c'était quand même dans les années 70, extrêmement masculin comme création. Prise de parole, c'était pris de parole à l'époque, mais ça a quand même changé là, petit à petit. Je pense que les femmes s'expriment davantage dans les œuvres littéraires. Donc, c'est ça, c'était l'époque de la cuisine de la poésie. Actuellement, en fait, je ne sais plus trop ce qui se passe vraiment. Je lis les livres, mais je ne sais pas si cette espèce de courant très fort et très collaborateur, en fait, existe encore. Je pense qu'au Québec, il y a quand même une communauté littéraire aussi. Il y a beaucoup de liens qui sont entre les écrivains québécois et canadiens-français. Il y a beaucoup de connaissances aussi. Donc, c'est ça, moi,
j'ai plongé à l'intérieur de ça, même si je regrettais souvent de ne pas pouvoir écrire comme Robert Dixon ou Jean-Marc Dalpé. Et Serge Patrice, de ton côté, tu as fait partie de la génération montante en Acadie, de gens qui ont beaucoup voyagé et qui sont revenus par choix. Donc, si je ne m'abuse, tu as publié au départ aux éditions d'Acadie, avant éventuellement de devenir toi-même éditeur et là de collaborer énormément avec une nouvelle génération d'auteurs et d'apporter à la fois ton exemple d'auteur chevronné et ton grain de sel aussi sur la production ou la création des jeunes auteurs. C'est ce qui va m'amener à faire le pont entre la création et la production. Comment tu vois ça, ce passage entre les générations d'auteurs et cette expérience que tu peux apporter en tant qu'éditeur aux jeunes générations? Oh oui. Évidemment, c'est premièrement de partager avec la nouvelle génération les défis que moi j'ai vécu sur plusieurs plans, que ce soit de la difficulté de faire aboutir un projet littéraire, d'arriver avec 350 pages de brouillon de poèmes et de finir avec une plaquette de 48 pages ou 2 ans de travail. Donc, moi, j'aime bien l'idée de transmission du savoir parce que je suis un peu granola sur les bords, puis j'aime aussi l'idée de servir de canal. Il y a une loi paradoxale dans l'univers qui dit si tu veux garder ce qui t'est donné, il faut que tu le donnes. Donc, c'est un petit peu ça, c'est qu'il n'y a rien qui nous est donné, tout nous est prêté. Et si on veut continuer à ce qu'on nous prête quelque chose, mais il faut le rendre à quelqu'un. Et c'est un petit peu ça mon rôle en encadrant cette nouvelle génération qui souvent est un peu éparpillée parce que pour toutes sortes de raisons, ils veulent toucher à différentes disciplines artistiques. Donc il faut que je les ramène toujours à la réalité de l'écriture littéraire. Mais je ne crois pas qu'au XXIe siècle, que la question minoritaire se pose. Pour autant, surtout avec les nouvelles technologies, avec l'Internet. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, jeune adulte, il y avait un défi par rapport à se procurer des livres en français, du moins ceux qu'on voulait lire. Alors qu'aujourd'hui, avec les très grandes bibliothèques, et d'ailleurs on sait qu'au Nouveau-Brunswick, c'est un des meilleurs systèmes de bibliothèques publiques au Canada, on ne le dira jamais assez. Et si on ne trouve pas quelque chose dans notre province, eh bien le livre vient d'une autre province en quelques jours. Donc il n'y a absolument aucune raison pourquoi quelqu'un, surtout pas un écrivain, pourrait se priver de lecture. Comme c'était à une époque où ça posait des défis. Moi je viens du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et on partait à Québec sur le pouce pour aller acheter des livres, en cette fin de semaine dans le Vieux-Québec, mais aussi de s'approvisionner en livres parce qu'il n'y avait pas de librairie chez nous. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ce que je vois venir avec les jeunes, je les trouve parfois, à mon grand désespoir, un peu trop sérieux. Il faut que je fasse attention à ce que je leur dis parce qu'ils prennent des notes. Et souvent, ils sortent directement de l'université où ils sont encore pendant les 2 dernières années du bac. C'est peut-être l'influence des professeurs qu'on a devant nous. J'ai de la misère à les suivre, ils travaillent trop vite. Je leur donne des dates de tombée, ils m'arrivent 2-3 jours avant la date de tombée, c'est-tu correct? Là, tu leur fais travailler et tu t'aperçois que tu penses que tu en as pour 2 mois sans voir de leurs nouvelles. 2 semaines après, ils t'arrivent, ils ont déjà fini. Donc, je trouve que c'est très motivant parce qu'ils sont très dynamiques. Et pour moi, c'est que ça me ramène aussi à mes débuts, que je ne veux pas oublier tous les écueils, les défis. Oui, j'ai publié aux éditions d'Acadie mon premier livre, mais je vivais déjà à Montréal, où j'ai vécu quand même une vingtaine d'années. Donc, pour les minorités, on peut dire aussi le Québec par rapport à l'Amérique du Nord, c'est aussi une minorité, mais jamais je me suis posé la question en écrivant. J'ai eu la conscience de faire partie d'une minorité quelconque. Et c'est comme Mère Ménégil disait, on est toujours le minoritaire de quelqu'un d'autre. Et mon ami Guillaume Vigneault disait, on est toujours l'éléphant ou la souris de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est moins cloisonné dans notre petit coin. Je suis pas certain, j'ai entendu le mot tantôt là, chez mes amis, je suis pas certain que le milieu littéraire existe. On ne sait pas où il se situe. Et d'ailleurs, le milieu tel qu'on l'évoque n'est pas homogène, n'est pas un bloc monolithique non plus. Je reviens toujours, c'est un travail très solitaire. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la publication. Donc, je ne pense pas qu'on soit entouré d'autres écrivains ou pas. Je ne pense pas que ça joue, en tout cas, ça n'a pas joué aucun rôle de mon côté. Bien, je vais redonner le terme minoritaire, qui me semble décidément pas convenir ou être populaire, et adopter plutôt la question de la proximité géographique de l'auteur et de l'éditeur. Donc, Roger, tu es non seulement très près des éditions du Blé en étant impliqué à différents moments dans l'évolution de la maison d'édition. Tu as aussi publié là et ailleurs. Le fait qu'il y ait une pléthore de maisons d'édition réparties à travers le Canada, et donc, par exemple, les éditions du Blé qui sont près de chez toi, et qui permet au moins une relation assez suivie avec l'éditeur. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça fait comme différence plutôt que des relations avec des éditeurs, soit du Québec ou de la France, et donc tu en as eu aussi, je pense, des expériences d'édition à différents endroits. Qu'est-ce que ça change que les éditions du Blé soient installées à Saint-Boniface au Manitoba? Bien, du tout au tout, dans un sens, lorsque j'ai publié ailleurs, j'ai été publié à distance. Les livres étaient de façon générale bien faits, mais je n'y mettais pas la main. La proximité d'un éditeur, et c'est le travail que fait les éditions du Blé, travaille de très près avec l'auteur, est à l'écoute de l'auteur. Combien qu'il y a d'auteurs qui ne souhaitent pas pouvoir dire « voici ce que j'aimerais comme couverture sur le livre, j'aimerais qu'on traite l'image de telle façon ». La maison d'édition travaille de très près avec l'auteur, à moins que l'auteur n'ait aucun intérêt à la chose, à la proximité de la maison et du milieu. C'est un apport créateur absolument important. Il y a des choses que j'ai fait là que je n'aurais pas pu faire ailleurs. J'utilise comme exemple parce que mon éditrice est ici, puis il faut bien que j'en fasse la promotion. Ils ont publié un volume de moi récemment qui s'appelle Composition. C'est un livre d'écriture visuelle, si je puis dire, pour résumer, mais en plusieurs couleurs. Autrement, il faut être, je ne sais pas, je disais à Bénégil, il faut être Michel Buttard en France pour qu'on se fasse publier en noir, en rouge et en blanc dans le même volume. Donc, la proximité de l'éditeur et l'importance que l'éditeur lui-même met dans son travail et dans l'espoir du rejet positif sur l'environnement et sur la culture fait en sorte que cette proximité-là, c'est un cadeau merveilleux. Je vais aller vers Herménégilde. De ton côté, cette question de la proximité avec l'éditeur, quelle est ta perspective là-dessus? Je sais que dans l'histoire de l'évolution de tes péripéties éditoriales, il y a eu justement, je crois, quelques démêlés avec les éditions d'Acadie. Tu vas changer pour prise de parole et il y a aussi d'autres éditeurs qui sont impliqués. Comment vois-tu ta relation avec les éditeurs? Ben ça, c'est après la fermeture des éditions d'Acadie, et je pense qu'on est quelques-uns, on a erré à la recherche d'un éditeur. Je pense que Français est allé chez Boréal, Hélène Arbeck est allée chez David, moi je suis allé chez Prise de Parole. Mais c'est assez particulier parce qu'un éditeur, quand il habite la région où tu vis, c'est comme tout autre rapport. Comme par exemple, j'ai publié chez Personnage la réédition de Mourir à Soudouk, qui est une édition mémoire. Et on a fait un lancement et on en a vendu je ne sais pas combien, et c'était comme une fête. Et ça m'a rappelé un peu les premières années des éditions d'Acadie, parce que c'était un phénomène nouveau et ça donnait lieu à des... C'était une espèce de délire, parce que d'une part, les gens n'étaient pas habitués à ce qu'il y ait des lancements de livres, faire des livres, etc. Donc, ça donnait toujours lieu à une fête.
Et je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu ça. J'ai retrouvé ça quand Stéphane est venu faire le lancement des abécédaires. C'était la même chose, il y avait plein de monde, on a fait un abécédaire en public, c'était vraiment amusant, mais la plupart du temps, tu sais, je publie un livre, je sais pas, j'ai prise de parole, la plupart du temps, il va m'arriver dans une boîte. Et il n'y a comme pas un impact, comment je pourrais dire, ouais, un impact public. C'est ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'un livre, le mot dit, c'est publié, donc finalement c'est un geste public et je pense que ça doit être reçu par un public. Donc à ce niveau-là, c'est la chose que je manque le plus, justement par rapport aux éditeurs. Et les éditions d'Acadie, ça a créé un immense vide. Et après ça, j'ai pensé revenir en Acadie et publier en Acadie, mais je veux dire, il y a aussi l'idée de fidélité. J'ai toujours été fidèle aux éditeurs, donc finalement, je vais continuer avec les éditeurs que j'ai maintenant. Mais c'était la même chose quand je publiais au Québec, au Forge, donc c'était la même chose. Les livres arrivaient dans une boîte et je me disais, ah, j'ai fait un livre. Et c'est tout. Je pense qu'il faut marquer les choses. C'est comme quand un enfant vient au monde, il faut marquer les choses. Et cette perspective de fête, de célébration autour du livre, ça m'amène vers le personnage qui a quelque part repris le flambeau des éditions d'Acadie d'autrefois et vous faites beaucoup connaître aussi comme ça et par ça et pour ça. Chez Personnage, veux-tu nous parler un peu de ton approche de ces lancements qui attirent beaucoup de gens, de tu vois là-dessus? Personnage, évidemment, ça a été les montagnes russes pendant plusieurs années. Personnage a déjà été menacé de fermeture à quelques reprises, donc ça a toujours été un gros défi. Maintenant, ça va très, 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 très bien. Oui, sortir un livre, pour nous, c'est un événement. On mise beaucoup sur le caractère événementiel de la sortie d'un livre. Et je dirais que mon plus grand bonheur dans l'édition, parce que souvent, je pense à quitter. Ça m'est arrivé souvent au cours des 15 dernières années, puis je suis encore là. Bon, puis j'ai même du temps. Mais je pense que ce qui est le plus valorisant et quel est le plus grand bonheur, c'est quand j'appelle un auteur, je lui envoie un courriel, puis je vais voir au bureau, tes livres sont arrivés, et que l'auteur, surtout quand c'est un auteur pour qui c'est le premier livre, et que j'ouvre la boîte et que je lui remets en main propre, alors là, tout mon travail prend son sens. Juste avoir la face de l'auteur, peu importe son âge, parce que c'est arrivé, j'ai publié des gens à la retraite, et je pense que c'est là que tout le sens du travail vient là. Pour ce qui est des événements, oui, on a la fête, Ménégide l'a dit, je pense qu'au-delà de la minorité, ce qui nous complique la vie, c'est d'être excentré aussi dans des régions où les distances sont considérables. Par exemple, pour faire le lancement de Personnage qui a eu lieu il y a un mois, j'avais un auteur à Edmundston, un auteur à Caraquet et une auteure à Ottawa que j'ai dû déplacer pour venir à Moncton. Et j'ai un jeune auteur qui vit à Montréal et que je publie au mois d'août, mais je lui ai payé le voyage pour qu'il soit au Festival Fry à la soirée prélude des auteurs émergents du Nouveau-Brunswick pour qu'il se fasse entendre avant même d'avoir publié son premier recueil. Et avec ces événements-là, on a créé un noyau de gens fidèles qui viennent à nos événements, peu importe la température. Et on a des salles combles, les ventes, c'est inégal d'un lancement à l'autre, mais il reste qu'on a battu des records. Et les gens en redemandent. À un moment donné, la critique qu'on avait, c'était pas assez long, les lectures sont pas assez longues. Alors moi, je dis aux auteurs, c'est votre heure de gloire, vous prenez le plancher, vous faites ce que vous voulez. Les gens ont l'air d'avoir sorti de chez eux, ils ont soupé, ils vont rester aussi longtemps que vous voulez. J'ai même 2 jeunes qui ont lu l'intégrale de leur recueil de poésie en alternant 15 minutes, dans ma petite collection Poésie Rafale, et c'est extraordinaire. Et on va chercher un public très, très, très diversifié. Donc on a créé une attente, les gens attendent à chaque mois d'avril, qu'est-ce qu'on va leur offrir. Et bon, avec les nouvelles technologies aussi, on a réussi à faire des fameux teasers, à créer du suspense, à créer un mystère autour du prochain événement, parce que c'est jamais pareil. On n'a jamais un lancement qui est pareil comme le précédent. Donc, c'est un peu notre façon de travailler tout de suite. Merci.
Et André, on parlait de fidélité à un éditeur. À moins que je ne me trompe, toi, tu as été fidèle à la prise de parole toutes ces années? C'est-à-dire que j'ai lu aussi quelques recueils, 5 recueils qui ont paru aux éditions du Vermillon, Okay. entre-temps. Entre les deux, en fait, hein, parce que c'est... Des liaisons. Des liaisons, une liaison, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était un éditeur à Ottawa et que, bon, je travaillais beaucoup pour ces recueils-là. Ils étaient accompagnés d'œuvres visuelles. Donc, ça nécessitait quand même un travail. C'est bien quand on est proche. C'est vrai, on le disait tantôt. Si on veut un livre bon, qui commande certaines exigences et tout. Alors, donc, c'est arrivé comme ça. Hein. Mais quand même, La Voyageuse avait paru aussi chez Prise de Parole. Et puis, donc, j'ai eu cette parenthèse de 5 recueils, quand même, c'est important. Et ensuite, oui, je suis retournée avec la rétrospective hein, que Prise de Parole a accepté de publier, qui réunit tous mes recueils, avec une préface de François Paré. Et puis ça, c'est un moment très important pour moi. Et donc Denise Truax, quand je lui ai parlé j'ai proposé ceci, elle a tout de suite adhéré à mon idée et ça m'a fait tellement plaisir parce que je pensais que ce serait compliqué. Mais non, pas du tout. Elle m'a facilité les choses et c'est un gros cadeau qui m'arrivait comme ça. Et puis La Visiteuse qui vient de paraître et aussi évidemment Poème de la Résistance, notre recueil collectif, n'est-ce pas, auquel a contribué justement Brigitte ici. Et puis, donc là, aussi, je prépare quelque chose avec les éditions David, qui ce sera un très beau livre, qui est un prolongement de mon mandat à la Ville comme poète officiel à la Ville d'Ottawa. Donc, des textes et des œuvres visuelles d'artistes ottaviens qui se trouveront dans ce livre, et aussi quelques poètes d'ailleurs. Mais toujours son regard sur cette ville d'Ottawa. Donc, on va essayer de proposer quelque chose de très beau, et j'en suis sûre, aux éditions David. Donc, oui, ben, je me balade un petit peu comme ça, oui. Vous êtes moins fidèle que je m'imaginais. Il y a plusieurs titres qui sont évoqués par les différents auteurs qui sont sur scène. Je profite pour dire qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui se trouvent ici au comptoir, donc vous pouvez les feuilleter, éventuellement les acheter aussi, comme vous le souhaitez. Donc on a voulu montrer un éventail de ce qui se fait chez les éditeurs franco-canadiens. Alors après la table ronde, évidemment, n'hésitez pas à aller fureter de ce côté. Et je reviens vers Brigitte. Alors, comme vous êtes très active dans le milieu théâtral et que vous avez même acquis une réputation mondiale dans cet ordre, vous avez quelque part le choix d'aller vers un éditeur de l'Ontario, vers un éditeur du Québec, vers un éditeur européen. Qu'est-ce qui vous motive dans les choix que vous faites? Qu'est-ce que ça signifie pour vous le choix de l'éditeur? Je crois que, en fait, la relation entre l'auteur et l'éditeur est une relation très précieuse et une relation qui n'est pas souvent commentée, mais c'est un lien presque aussi fort que celui qui existe entre un metteur en scène et un acteur. En fait, c'est une intimité qui est très grande et qui nécessite une grande confiance et beaucoup d'amour mutuel aussi. Et personnellement, j'ai eu la chance d'être édité. Le premier livre que j'ai publié, c'était Robert Dixon qui était l'éditeur. Donc, j'ai découvert ce dialogue avec lui. J'ai découvert le dialogue entre l'auteur et l'éditeur, qui était un dialogue que je ne connaissais pas, en fait. Donc, c'était absolument extraordinaire. C'était très riche. J'ai trouvé cette relation confrontante, difficile, parce que Robert posait beaucoup de questions et sans imposer jamais son point de vue, mais m'obligeait à aller dans mes retranchements en quelque sorte. Donc cette relation-là m'a été très chère, et à cause de cette relation, j'ai donc été fidèle par la suite à la maison de prise de parole, en fait, même si après Robert n'était plus là.
Mais donc, c'était plutôt ce lien-là qui m'importait que la maison d'édition, en fait. Mais j'aimais la fidélité à une maison d'édition. Ensuite, ça fait maintenant 20 ans que je vis à Montréal, donc c'est sûr que le lien géographique est plus présent, enfin, on n'a plus cette proximité si grande. Donc, je me suis tournée vers Boréal parce que tous mes amis écrivains disaient il faut que tu ailles chez Boréal. Je ne sais pas ce que ça change en fait, parce que je ne pense pas que ça soit plus diffusé parce que c'est Boréal, mais que prise de parole par exemple. Donc en fait, c'est plutôt le lien, ce lien-là intime que j'ai pu retrouver chez Boréal avec l'éditeur qui est très proche. Le temps file, donc je vais faire une dernière ronde de questions et ensuite je vais ouvrir les questions de la salle. Du côté de la proximité géographique avec les médias, alors, on sait que le centre névralgique, disons, des médias dans le milieu francophone au Canada est établi à Montréal. Quand on habite près de Moncton, à Grand-Barachois, Herménégilde, est-ce que c'est plus compliqué d'avoir des retombées médiatiques nationales que si tu habitais à Montréal ou si c'est du pareil au même, à ton avis? Oui, effectivement, je pense que le fait d'être loin de l'antenne, c'est comme assez compliqué parfois, mais je crois que c'est un choix aussi. Je veux dire, c'est comme les gens souvent vont dire « Ah, vous êtes éloigné, tout ça ». Mais en fait, c'est un choix. Une fois que ton choix est fait, je veux dire, tu vis avec et finalement, c'est réglé. Donc, par rapport aux médias, c'est sûr et certain qu'il y a comme une espèce de, comment je pourrais dire, pas d'ignorance, mais comme on est un peu écarté, si tu veux. Et je pense que les médias devraient être restructurés autrement. Je pense que la programmation de Radio-Canada, par exemple, devrait être restructurée autrement. De telle sorte que ça ne soit pas toujours centré à un endroit, mais qu'on puisse, par exemple, prendre certains éléments et les intégrer à notre réalité à nous par rapport à ce qui se fait. Mais en Acadie, un autre problème qu'on peut trouver, c'est justement cette difficulté critique, c'est-à-dire il y a très peu de critiques qui sont écrites par rapport à la littérature, autre que la littérature, que la critique académique, qui, d'après moi, est très importante, est très fouillée, mais je pense que par rapport au grand public, il y a justement un lien qui manque. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est plus des reportages que des constats ou des réflexions par rapport à un livre, ou même simplement une entrevue avec l'auteur, ça pourrait être intéressant, parce que je pense encore que l'auteur, c'est celui qui est le mieux habilité à parler de son propre livre, même s'il y a certaines limites, évidemment. Alors, je pense que, oui, effectivement, dans ce sens-là, on parle toujours de Radio-Canada. D'ailleurs, les autres médias, on les mentionne même pas. Mais je crois que la disparition de Liaison, par exemple, ça a créé un vide énorme parce que c'était un lien qui nous reliait, les artistes du Canada français, d'un océan à l'autre. Alors, dans ce sens-là, effectivement, on se sent un peu ignoré et un peu orphelin. Et je trouve que cette absence dans les médias, j'ai souvent réfléchi, mais je me demande comment on pourrait arriver à le combler et comment on pourrait arriver justement à avoir une plus grande notoriété, parce que c'est quand même extrêmement important ce genre de choses-là, mais c'est une chose dont on est souvent absent. Et Roger, de ton côté, je commence à une question, mais en y ajoutant la question celle des librairies. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voyager à travers le pays, de chercher tes ouvrages dans les librairies, disons, et de ne pas les trouver en disant, mais est-ce que si tu avais été un auteur de Montréal, par exemple, tu crois que les ouvrages auraient été là alors qu'ils ne l'étaient pas, par peut-être une question de notoriété chez les lecteurs à travers le pays? Je suis curieux d'avoir ta perspective là-dessus. Oui, j'ai eu l'occasion de voyager, et puis je dis c'est très aléatoire, cette chose-là. J'ai parfois trouvé un de mes volumes dans une librairie, disons à Montréal.
pas toujours le dernier venu. Alors celui que j'ai trouvé, il était peut-être depuis plusieurs années, on ne sait jamais. Mais c'est très aléatoire, ça. Et puis parfois on se trouve aussi, on ne sait pas exactement où chercher, on se trouve dans le rayon qui dit littérature étrangère. Ça arrive souvent. Mais pour la présence médiatique, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Herménégilde disait au sujet de Radio-Canada, et j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Je suis tanné de parler du déficit d'attention de Radio-Canada par rapport à son véritable devoir. Mais il reste que Radio-Canada local, au Manitoba tout au moins, s'intéresse à faire des reportages sur à peu près toutes les publications, les événements culturels, l'hebdomadaire La Liberté, on ne peut pas dire faire une recension critique, mais un reportage sur les publications et fait dans le sens que suggérait Herménégilde, c'est souvent des entrevues avec les auteurs. Alors, localement, il y a certainement une diffusion. Mais au niveau national, puis à ce moment-là, on veut dire, est-ce qu'il y a une attention québécoise sur nos livres? Là, c'est très, très aléatoire. À mes débuts, j'ai été chanceux, je ne sais pas pourquoi. Réginald Martel avait aimé ce que je faisais et parlait de toutes mes publications, mais pourquoi avoir choisi moi? Je ne sais pas, peut-être parce que j'étais le premier venu à l'extérieur du Manitoba qui avait écrit quelque chose d'un peu potable, je ne sais pas, mais ces choses-là, je trouve un petit peu les fruits du hasard, finalement. Et André, je vais prendre une question. En y ajoutant cette fois-ci l'élément événement littéraire, la participation à différents salons, festivals littéraires, est-ce que tu penses que donc cet éloignement peut-être du milieu médiatique montréalais a pu soit impacter soit la présence de tes titres en librairie à travers le pays ou éventuellement des invitations que tu n'aurais pas reçues ou reçues dans des salons du livre et festivals, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le pays? Bon, alors oui, j'en ai eu des invitations à Montréal, quelques-unes dans ma vie. Elles ne sont pas très nombreuses, mais quand même, elles étaient importantes pour moi, entre autres. C'est certain que si, dans notre propre milieu, les médias locaux ne donnent pas une importance à notre travail, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe ailleurs tant que ça non plus. Je pense que ça commence toujours là où on est. Est-ce qu'on croit dans notre parole? Est-ce qu'on a envie d'en parler, de la commenter et tout? Et je trouve que c'est très très pauvre ici en Ontario. La radio, écoute, ici, bon, écoute, je sais pas. C'est vrai que je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Je n'écoute pas toutes les émissions où peut-être on parle d'un livre, ça et là. Mais si ça se faisait, je le saurais. Et puis, évidemment, la disparition de la revue Liaison, c'était pas une bonne affaire du tout. On s'entend là-dessus. En même temps, moi, j'ai essayé à quelques reprises, justement, devant ce vide-là, et j'étais extrêmement frustrée. Donc, c'est pour ça que j'ai organisé des rencontres littéraires dès les années 91, 92 à l'Université d'Ottawa, mais au nom de l'Association des auteurs, je faisais ça avec des auteurs franco-ontariens et des auteurs québécois. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, bon, évidemment, il y a eu, tu l'as mentionné tantôt, TFO. Alors, TFO Panorama, donc un soir, j'en avais assez parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait de livres à Panorama, mais c'était toujours des livres d'ailleurs, d'ailleurs très très loin, d'ailleurs surtout de France, et parfois un livre québécois, mais jamais. Et on avait déjà une production littéraire importante ici en Ontario français. C'est pas parce qu'il n'y avait rien, on peut, non. Et là, je me suis fâchée, j'ai envoyé un courriel à Panorama, et puis, quelques jours plus tard, donc la réalisatrice communique avec moi, elle me dit, écoutez, Madame Lasselle, blablabla, qu'est-ce que vous proposez? Bon, ben tout ça, je lui dis exactement ce que je souhaiterais. À tout le moins 2 émissions par année où on aurait toute une heure et on parlerait de la rentrée littéraire d'automne et ensuite la rentrée littéraire du printemps ou de l'hiver.
Et puis, bon, ben, écoutez, très bien, on achète votre idée, vous serez là pour commenter, etc. Ce que j'ai fait. Et très vite, François Paris s'est joint à moi dans le cadre de cette émission. Ça a duré 4 ans, mais à raison de 2 émissions par année. Hein? Mais bon, c'était quand même ça et c'était formidable. Et on avait réussi ça, mais c'est toujours, puis finalement, ça a disparu, ça a tombé, il n'y a rien qui a remplacé ça. Et ben voilà, et c'est un peu l'histoire. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a rien jamais qui s'installe et qui fait durer justement ce rapport avec le public lecteur. Et c'est dommage. Et on se dit, c'est encore là à construire, encore essayer de nouveau, moi ou d'autres, des jeunes qui viennent et qui auront le courage de faire ça. Mais moi, je serai là pour les aider, c'est certain. Mais c'est dommage, c'est là. Je ne peux pas dire rien de triomphant à cet égard, malheureusement, je voudrais. Mais je dois dire qu'avec Poème de la Résistance, qui vient de paraître chez Prise de Parole, notre collectif en réaction aux compressions budgétaires ontariennes de M. F, on a fait tout un circuit avec les médias. Hein, je me suis même rendue en entrevue avec des hôtels le dimanche, c'est magnifique. Et aussi Le Devoir, à parler du livre. Donc, on a réussi à faire un petit bout de chemin avec ça. Mais écoute, c'est ça. Ça se résume un peu. Merci. Et est-ce qu'on m'entend? Non. Censuré, t'es censuré. On va mieux m'entendre comme ça. En fait, on aimerait vous entendre. J'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un ou l'autre de nos conférenciers? Et je vais me promener, je vais faire un Christiane Charette de moi-même en allant dans la salle. Alors, bonjour, Louise Laurence-Lavière, je suis linguiste de l'Université de Montréal. Alors, en lisant l'écran, je voyais aussi le mot minoritaire qui me dérangeait, tout comme me dérangeaient les deux panélistes ici. Alors, je me suis dit, par quel terme ça pourrait être remplacé? Un terme qui, sans être, disons, dépréciatif, le terme minoritaire, est peut-être un peu diminutif. Alors, quel serait un terme plus amélioratif et surtout plus orienté vers l'avenir? Alors, j'ai fait une linguiste de moi-même et j'ai pensé à la création littéraire en contexte de français émergent ou en émergence. D'ailleurs, M. Thibaudot m'a devancé puisqu'il a déjà parlé de ce terme-là. Alors, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction? Le français, ça évoque autre chose, non? Il me semble. Madame? Oui, malgré votre amitié, je dirais qu'émergent, la poésie a émergé depuis 50 ans. Ça n'a pas de lien entre les deux. Je me souviens, juste pour rajouter un terme, j'étais dans une librairie avec Gérald Leblanc, mon ami Gérald Leblanc. On voit Gaston Miron qui rentre dans cette librairie-là et qui lâche un cri de mort. Ah, des Acadiens! Alors je dis, non, Gaston, on n'est plus des Acadiens, on est des hors-Québec. Et il a eu une réponse absolument sublime. Il a dit, oui, d'ailleurs, la France est hors-Québec. Ça m'a donné envie de faire un t-shirt et de dire nous sommes 120 millions de francophones hors Québec. Soyons fiers. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Moi, je veux aussi revenir à la question du français en contexte minoritaire. Je n'aime pas non plus la désignation minoritaire. Cependant, c'est quand même une réalité. Il y a de jeunes créateurs, de jeunes écrivains qui sont alimentés par ce contexte, disons que ce contexte identitaire. Et je pense que vos 150 ans d'expérience combinés ont aussi été alimentés par le contexte identitaire de l'Ontario français, de l'Ouest, de l'Acadie, peu importe. Parce qu'on parle de qui on est, de ce qu'on est, de où on vit. M. Chasson vous a dit, quand je ne suis pas en Acadie, je ne peux pas écrire.
Donc, il y a quand même un élément, qu'on veuille l'appeler minoritaire ou pas, qui fait qu'être dans une situation de pression et non pas d'oppression, comme communauté, oblige à une prise de position identitaire. C'est pas vraiment une question, hein? Je suis comme juste. Mais je veux vous entendre là-dessus parce que vous êtes tous d'un certain âge, pour pas dire d'un âge certain. Et je m'inclus là-dedans. C'est quand même une Oui, je sais. On est à la retraite bientôt, là. Quand même. Vous êtes à l'heure des lauriers. Mais il y a quand même de jeunes auteurs. Il y a quand même des jeunes qui aiment lire ce qui se fait chez eux, qui entrent en relation avec la lecture et avec l'écriture au moyen de ce qui est publié chez eux, dans leur langue, dans leur oreille. J'aimerais ça vous entendre sur cet impact-là, cette importance-là. Et l'identité, c'est la recherche d'une vie, en fait. C'est une recherche à la fois intime et aussi une recherche de l'intimité dans la collectivité. Donc, c'est pas parce que l'écriture reflète la collectivité qu'on peut plus s'y comparer. En fait, je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent se trouver en symbiose avec une écriture très très personnelle, par exemple une identification sexuelle ou autre. En fait. Donc, c'est pas parce qu'on vit dans un contexte quelconque qu'on va trouver l'identification, c'est autre chose selon moi. Mais, je sais pas, il y a des gens beaucoup plus savants autour de moi qui... Hermé, tu dois avoir une opinion là-dessus, toi. Ben, c'est sûr et certain. Je pense que le problème, c'est que c'est l'autre qui nous nomme et non pas nous qui nous nommons. C'est nous, on est des Acadiens, on est là depuis 400 ans. Ça, je veux dire, pourquoi les Québécois, tout d'un coup, ont décidé qu'on était des hors-Québec ou bien qu'on est des classes, ben, c'est quoi ça? C'est des communautés... Des quoi? Des classes mono. Je veux dire, c'est quelqu'un dans un bureau qui a été visité par l'esprit et qui a dit à partir de maintenant, vous êtes ça. Je veux dire, c'est ça qui est vraiment dérangeant par rapport à ça. De la même manière que les femmes ont été nommées par les hommes durant je ne sais pas combien d'années. Encore. C'est la même chose, je veux dire. Donc, pour moi, par rapport à l'identité, je crois qu'on est la convergence de plusieurs identités. Il y a une de ces identités-là qui est acadienne, il y en a une autre qui est francophone, il y en a une autre où je suis un homme, il y en a une autre où je suis un blanc, et dépendant avec qui je suis, ces minorités-là remontent à la surface. Donc, c'est sûr qu'on est un peu, pour utiliser un terme sociologique, un cluster d'identité. Un cluster d'identité. Il reste le temps pour une ou deux dernières questions avant que les canapés arrivent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Donc, ça fait 26 ans que j'œuvre dans une école, dans un milieu très agricole, près de Hawkesbury, l'école secondaire de Plantagenet, en fait. J'ai de la difficulté à concevoir. J'essaie de faire le lien, mettons, entre l'éditeur, l'auteur, et qu'est-ce que je vois dans mon école. Puis quand on est dans une école, c'est comme un univers, on se parle là-dedans. Donc, tout juste dernièrement, dans les derniers 2 ans, je commence à sortir de mon univers et d'aller voir, coudonc, sont où ces éditeurs-là, sont où les auteurs, au fait. Tu sais, j'ai un bac en lettres françaises et en lettres anglaises, mais j'ai jamais eu de contact avec les auteurs, puis je pense que ça manque avec nos élèves aussi. Donc, comment veux-tu allumer une chandelle dans un milieu francophone, comme Plantagenet, des jeunes agriculteurs, des gens qui voyagent en ville à tous les jours, puis reviennent à la maison, qui n'ont pas beaucoup de temps de lire? Il y a où le lien, là? Les élèves n'ont jamais rencontré, ou presque pas, les éditeurs, ni les auteurs. On n'a pas les moyens, on n'a pas les sous. Je me demande s'il y a des programmes, s'il y a des choses, parce que nous, les enseignants, on n'entend pas parler.
Tu sais, peut-être, je ne sais pas, est-ce que les conseils scolaires les gardent pour eux de leur auteur, je ne sais pas. Mis à part, une fois qu'on se rend, peut-être, si mes élèves ont les sous pour payer le boss, là, pour aller au salon du livre, mais pourquoi est-ce que les élèves voudraient aller au salon du livre s'ils ne savent même pas c'est quoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils iraient pas. Tu sais, tu comprends le disconnect qu'on vit? Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut allumer nos élèves face à la littérature qui devrait être propre à eux, si on très peu été exposés à ça. Il y a plein de programmes, je connais pas le détail, mais il y a plein de programmes qui permettent à des auteurs de venir dans leurs écoles. Oui, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, en tout cas moi j'ai déjà fait ça, reçu une subvention. Je proposais par exemple de faire une tournée d'écoles à Hawkesbury en particulier, ce que j'ai fait, également à Ottawa où j'habite bien sûr. Mais donc j'avais reçu une subvention qui faisait que ça me donnait un cachet, ou ici ça payait mon déplacement pour aller faire des interventions en création littéraire à l'école primaire ou secondaire. Donc ça existe, il faut voir avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario, aller voir un peu qu'est-ce qui s'offre en ce moment. Et puis il y a des auteurs et autrices. On a eu un gros débat là-dessus il n'y a pas longtemps à l'association, et je tiens à dire que je suis avec les autrices. Alors, ben oui, écoute, il faut ce qu'il faut. C'est ça. Donc, écoutez, je vous invite à faire ça, à aller sur Google, aller voir un ministère, et vous allez voir, et puis vous allez voir des noms d'écrivains, de dramaturges, franco-ontariens qui sont prêts à aller dans les écoles justement pour faire, c'est très important, vous soulevez quelque chose de très important, ça commence là. Oui. Et je sais qu'au regroupement des éditeurs canadiens, nous avons plusieurs projets aussi qui sont destinés justement aux enseignants et aux élèves qui connaissent mieux les auteurs. Et une dernière question, monsieur, vous avez la chance de clore tout ce débat. Alors, je reviens sur le titre aussi. Alors moi je suis tranquille, hein, je ne suis pas français, je ne suis pas canadien, je ne suis pas majoritaire, je ne suis pas minoritaire, donc je suis tranquille de ce côté-là. Mais quand j'ai vu le titre, je pensais avoir la création littéraire en français et de l'autre côté une autre création littéraire, quelle qu'elle soit, c'est pas grave. Mais je pensais trouver un bloc solide, unifié, unitaire de ce côté-là, qui était en train de travailler ensemble. Et j'ai entendu parler de beaucoup de cloisonnement, de distance, d'espacement. On est manitobain, on est de Ontario, on est du Canada, du Québec, on est de ceci, on est de cela. Et je repars avec une impression quand même pessimiste de ce qui se passe. Est-ce que c'est la bonne impression ou est-ce qu'il y a une relève qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose de bouillonnant qui est là, qui est en train de se passer? Moi, un des problèmes, c'est que dans une situation comme celle-ci, ou dans un colloque, on met la loupe sur un aspect des choses. Donc, comment ça se passe au Manitoba? Comment ça se passe en Acadie? Donc, on parle de ces choses-là. Mais comme auteur, on fait partie d'un monde qui est beaucoup plus vaste que le milieu dans lequel on vit. On lit des choses qui sont beaucoup plus vastes, les simples publications qui ont lieu dans la province ou dans le territoire dans lequel on vit. Et les relations se font à travers les auteurs, à travers nos lectures individuelles. Je dis, finalement, un auteur, un artiste, c'est un individu qui va dans le monde. Là, on est en train de parler de ce qui se passe dans la communauté, ou dans la société, ou dans la province, et comment nous intégrons là-dedans. Mais je n'ai aucun rattachement particulier à ce lieu où je suis dans ce sens-là. Je suis un auteur, et puis m'intéresse autant de savoir ce qui s'écrit aux États-Unis qu'ailleurs. Donc,
c'est un dynamisme autre que de vouloir regrouper des séries d'identités à travers le Canada pour faire un ensemble, faire une bouillabaisse avec toutes ces choses-là. Une chose qui est intéressante aussi, c'est le fait que dans les années 70, lorsque les maisons de publication sont apparues, la prise de conscience était très, très politique et il y avait beaucoup de colère et de ressentiment. Ensuite, ça s'est un peu atténué et cette colère-là, elle remonte de nouveau. Mais je pense que les milieux dans lesquels on vit nous forcent à toujours développer une contre-attaque. On est toujours comme au combat, on est sur la brèche tout le temps. D'où les poèmes de la résistance. Il y a un regroupement des éditeurs ici qui font un travail dans ce sens-là, de rassembler tous les éditeurs dans les différentes régions et d'organiser des rencontres comme celle-ci. De toute façon, comme a dit quelqu'un tantôt, il n'y a rien de plus solitaire que l'écriture. L'écriture, c'est pas un geste solidaire. Donc, Et sur ces belles paroles, j'aimerais que vous joigniez à moi pour remercier et applaudir chaleureusement nos invités. Et merci à vous tous de votre présence ici ce soir. Il y aura donc des canapés qui vont circuler, il y a un bar derrière, vous pouvez feuilleter ici, alors mangez, buvez, lisez, soyez heureux. Et on aura un discours tout à l'heure de la